Cette distinction, qui est une opposition, cette distinction entre l'être et l'essence, qui est une opposition entre l'être et l'essence, reprend cette idée finalement heideggerienne, selon laquelle justement l'être, le Dasein, dont l'essence, mais le Wesen, l'essence au sens de Wesen, de ce qui rend présent, nous verrons, c'est ce qui jette au dehors, c'est comme une force néantisante, voyez, qui jette au dehors tout ce qui pourrait le figer, le fixer dans une essence. Voyez, et donc l'essence du Dasein, c'est d'exister, de sortir hors de soi, d'être jeté dehors. Voyez, l'existence absurde, l'expérience d'être de trop pour l'existence, enfin de trop, plus précisément, pour l'un, de trop pour l'un. Heidegger ne le dira pas, mais ce qui nous sort, ce qui nous fait sortir de nous-mêmes, c'est une force expulsante de ce qui doit être un, c'est-à-dire indivisible. Et donc, nous verrons que cette philosophie de l'être sans l'essence, c'est une philosophie finalement de l'un. Pourquoi? Parce que l'un n'est un que s'il n'est pas. Il rejette tout ce qui s'ajoute à lui, comme quelque chose qui viendrait perturber la pureté de son unité. Et donc l'être doit disparaître. Il est de trop pour l'un. Alors, Heidegger, lui, va rejeter la métaphysique, définie donc comme la science de l'être en tant qu'être. Et pour lui, évidemment, quand il parle de métaphysique, il a déjà une idée de ce qu'est la métaphysique. Donc il va parler de la métaphysique telle qu'il l'entend. Donc une métaphysique qui réduit l'étant justement à son essence. L'étant n'est qu'une essence, c'est-à-dire une représentation, une production de la pensée qui le pense. Et alors ici, vous voyez, on se trouve donc devant le rejet d'une réduction de l'étant à son essence. Et donc il va reprocher à la métaphysique d'occulter le sens de l'être, Sein, en allemand. Dans la métaphysique en tant qu'histoire de l'être, il écrit dans le style sibyllin qui lui est propre, je cite, « Le commencement de la métaphysique se révèle en tant qu'un événement, Geschehen, qui constitue en une décision énoncée sur l'être au sens où vient de se produire la distinction entre la quidité, c'est-à-dire l'essence, ce qui est, et la codité, c'est-à-dire le fait de ce qui est. » Donc il distingue ici, en quelque sorte, voyez, le ce qui est, et l'être de ce qui est, mais attention, l'être de ce qui est ici, ce n'est pas l'être de ce qui est, c'est le fait. Le fait qu'il y ait quelque chose. Et nous verrons que l'acte d'être n'est pas le fait d'être. Le fait d'être, nous verrons, c'est le fait d'être là, c'est-à-dire d'exister, de se retrouver là déjà jeté dehors. Et je constate en effet que, tiens, je ne suis plus moi de tout à l'heure, je suis là, là au sens où je ne suis même pas l'être que je suis, puisque, comme dira Heidegger aussi dans la lettre sur l'humanisme, le Dasein, ça veut dire être là, Dasein, être là. Mais attention, Dasein, plus que Sein, il est da. Il est plus qu'être, il est le là. Il explique, il faudrait dire, à vrai dire, non pas être, mais être le là. Il est le là. Comme le résultat, vous voyez, d'une projection, où on se retrouve là, comme le taureau au milieu de l'arène, n'est-ce pas, sorti de l'obscurité du toril, et pour la mort.
pour être mis à mort. On verra cela. Pourquoi il se trouve là, projeté du nombre, de la nuit, sorti de quelle nuit, sorti d'où? Puis s'il existe, il sort de quelque chose. D'où sort-il? De cette nuit, de l'indétermination absolue qu'Anaximandre avait déjà pressentie. C'est intéressant. Et cette indétermination absolue, nous le verrons, c'est justement ce que les néoplatoniciens vont développer après Platon comme l'un. L'un, c'est l'indétermination absolue. L'un, on ne peut rien dire de l'un. Si on prédiquait quelque chose de l'un, on dirait qu'il est quelque chose. Et dire de l'un qu'il est quelque chose, ça y est, ça en est fini de son unité pure et due. On ne peut que aaner, dire un. On ne peut même pas dire l'un est un. On ne peut même pas dire l'un est un. À la limite, un. On est acculé à un silence, à l'apophatisme, fait qu'on ne peut rien dire. On ne peut rien dire de rien d'ailleurs. On ne peut pas dire ce qu'est le non-être de l'un. Donc vous voyez, tout cela est très important. Allez-y, oui. À comprendre, en fait, si l'un est indivisible, et l'être aussi, alors pourquoi l'un ne peut pas être? Alors, parce que l'un, plus qu'indivisible, c'est l'indivisibilité en soi abstraite. C'est pas l'unité, c'est l'unité de rien. C'est l'unité conçue logiquement comme pure indivisibilité. Tandis que quand on dit de l'être qu'il est un, on dit qu'il n'est pas divisible, plutôt qu'indivisible. C'est l'indivisibilité en soi, c'est l'indivisibilité de rien. Tandis que l'indivisibilité de l'être, c'est l'affirmation que l'être ne peut pas se diviser. Car s'il se divisait, il se diviserait en être et non-être, au sens parménidien. Vous voyez ce que je veux dire? La division, c'est la séparation. Bon, je conçois que cela ne peut pas se comprendre au même moment où on l'appréhende. C'est-à-dire qu'il faut un peu réfléchir et se familiariser avec cette méditation, qui est une véritable méditation d'ailleurs. Il faut méditer là-dessus pour pouvoir le comprendre. D'accord? Attardons-nous un peu là-dessus, enfin, attardez-vous là-dessus, et surtout, lisez la deuxième partie du Parménide de Platon, et même lisez l'entièreté du Parménide d'ailleurs, car c'est une excellente initiation à la métaphysique. Avec le sophiste de Platon, vous avez là donc deux œuvres extrêmement importantes et déterminantes de l'histoire de la pensée humaine. D'ailleurs, Heidegger met en exergue une citation du sophiste de Platon à son œuvre Sein und Zeit, l'être et le temps. Bon, mais enfin, n'hésitez pas de toute façon à intervenir, si ce n'est pas clair. Mais tout cela va se clarifier au fur et à mesure. Je disais, Heidegger parle de cette distinction entre la quidité, le ce que, et la quodité, le fait que. Et donc ici, nous voyons l'énoncé d'une distinction qui recoupe la distinction entre essentia et existentia. Et cette distinction, affirme Heidegger, occulte l'origine même de l'être. Et nous devons nous interroger sur le sens de cette distinction. Quelle est la nature de cette origine qui précède l'être? Et quelle est la nature de cet être qui en est issu? C'est quoi l'origine de l'être? L'origine de ce qui est. Ce qui est ne peut être que précédé par ce qui est. Donc, l'être est précédé de l'être. On verra tout cela. Ce qui est, l'étant, conçu donc comme essence et comme pensée, c'est-à-dire intelligé, occulte en tant que ce qui est, occulte l'être. On en reste à ce qui est. On oublie l'être. Bon, tel est le sens de la différence ontologique, selon Heidegger. L'être en tant qu'être n'est pas l'étant en tant que conçu, en tant que représenté, en tant qu'intelligé.
Prise en ce sens, la différence ontologique dénonce la réduction de l'être de l'étant, hein, plus précisément, à sa représentation. Plutôt, n'est-ce pas, réduit l'étant à sa représentation de telle manière qu'on ne parle pas de l'être de l'étant. C'est la question de savoir ce qu'est justement l'être de l'étant en tant qu'il est, et non pas en tant qu'il est pensé, intelligé, conçu, représenté. Ouais. C'est l'être là, la vérité des choses qui sont là, de cette res qui résiste. Et encore faudra-t-il comprendre que cette chose n'est pas comme la chose en soi de Kant, qui est là, mais dans l'indétermination et dans l'incognoscibilité, dans l'inconnaissance. La chose en soi, pour Kant, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pour Kant que ce que l'on produit avec les catégories de l'entendement, c'est-à-dire un objet. Un objet est la construction de l'entendement avec ses catégories a priori qui construit le phénomène, mais qui n'atteint pas la chose en soi. Et donc on se trouve ici devant en effet une chose en soi qui est inintelligible, et cette inintelligibilité, cette étrangeté de la chose en soi va provoquer la réaction de l'idéalisme allemand, de Fichte, Schelling, Hegel en particulier, qui vont vouloir absorber cette chose en soi en la rendant intelligible, absolument intelligible. C'est-à-dire que la chose en soi sera auto-intelligible. Et elle sera pour le moi. Elle sera le moi, par exemple, pour Fichte, qui est le moi qui s'intellige, et qui s'oppose au non-moi. Ce sera pour Schelling la nature, qui se connaît, quoi, si on peut dire. Et ce sera pour Hegel l'esprit absolu, qui se connaît lui-même, dans l'unité d'une identité qui est le résultat d'un retour sur soi, au long d'une histoire, qui est l'odyssée de l'esprit, qui fait que l'esprit, son identité est un résultat. Et nous verrons que chez Heidegger, justement, il n'y aura pas de retour à Ithaque. Nous verrons que chez Heidegger, que la pensée de Heidegger est en fond un plotinisme amputé du retour à l'un, quoi. C'est une chute, une descente dans le multiple, dans le fait d'être là, comme une déchéance qui résulte de cette énergie aveugle qui me pousse dehors. Remarquez que cette énergie aveugle sera pour Schopenhauer le vouloir vivre, et pour Nietzsche la volonté de puissance. Mais dans tous les cas, c'est une force toujours, une force, une Kraft, disait Eckhart. La force de l'un qui renie, qui nie tout ce qui le nie. C'est vital pour l'un de nier tout ce qui le nie. Il doit repousser tout ce qui s'ajouterait à lui. C'est vital pour lui. Il se transforme en force aveugle. Et donc l'un, et l'indétermination pure, c'est la nuit mystique, mais d'une mystique nihiliste. Il faudra faire attention au mysticisme, tel qu'il faudra l'entendre. Alors, donc, nous devons nous interroger sur le sens de cette distinction entre l'essence et l'être, en ajoutant une distinction que nous devrons faire entre l'essai et l'existentia. L'existentia au sens étymologique du terme, ex sistere, se trouver là, dehors. D'ailleurs, nous verrons que le sens du mot être en arabe, tel qu'il se trouvera sous la plume d'Avicenne, wujud, signifie trouver. C'est intéressant. Se trouver là. Être, c'est se trouver là.
Ouais, c'est sortir, c'est être sorti de quelque part, quoi. J'existe. Ah ben oui, c'est vrai, nous avons le sens d'exister. Nous venons de quelque part. Et alors toute la question sera de savoir justement quel est le sens de cette force qui nous projette. Hein. Et il est évident que pour Avicenne, comme pour Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, cette sortie ne peut être que l'œuvre d'un acte créateur. Un acte créateur qui nous pose dans l'être. Exister, c'est être posé dans l'être. Pas être sorti du non-être. C'est être posé dans l'être. C'est pas sortir du non-être. À la limite, l'expression ex nihilo ici devrait être comprise, bien comprise, n'est-ce pas, comme le fait que l'acte de création n'est pas un acte in nihilo. C'est ça ce que ça veut dire. Enfin, c'est pas in nihilo. On n'a pas créé dans le néant. Dieu ne crée pas dans le néant. Mais c'est créé dans l'être, c'est-à-dire poser un être, n'est-ce pas? Parce que c'est ça tout le mystère de la création. Enfin, on verra tout cela. Et c'est bien le grand apport des philosophes musulmans au Moyen-Âge. Les philosophes musulmans ont défendu l'idée de création par rapport aux philosophes grecs qui ne connaissaient pas la création. Et nous verrons comment tout cela s'est passé. C'est très intéressant. Et c'est pourquoi il doit y avoir au niveau philosophique et théologique un véritable dialogue entre les philosophes musulmans et les philosophes chrétiens. Entre les chrétiens et les musulmans, ici, il doit y avoir un dialogue fondé sur un véritable héritage, d'une pensée sur un thème commun, comme celui de la création. Alors, ce qui est l'étant, conçu donc comme essence et comme pensée, occulte donc ce qui est en tant qu'il est, c'est-à-dire l'être de ce qui est. Le danger, n'est-ce pas, c'est de ne pas faire donc cette distinction entre l'être et l'étant, en ce sens. Ouais. L'être en tant qu'être n'est pas l'étant en tant que conçu, intelligé, représenté. Et en ce sens, Heidegger a raison de dénoncer cette différence ontologique qui consiste à réduire l'être de l'étant, mais au sens où de réduire l'étant à sa représentation et au discours que l'on tient sur lui. Il s'agit de savoir ce qu'est l'être de l'étant, en tant qu'il est, et non en tant qu'il est conçu, pensé, représenté, et sur lequel on discourt. Il s'agit donc de réfléchir, de s'interroger sur la véritable nature du rapport entre l'être et l'essence. Et donc là, Heidegger est en quelque sorte aussi l'héritier de la pensée médiévale. Au Moyen-Âge, cette pensée du rapport entre l'être et l'essence a été très vive. Et je vous ai amené ici, d'ailleurs, l'opuscule de saint Thomas d'Aquin, L'être et l'essence, qui est une édition intéressante aux soins de Alain de Libéra et de Cyril Michon, accompagnée d'un lexique très intéressant, d'une historique aussi intéressante, sur la question telle qu'elle se pose. Et ici, L'être et l'essence, l'opuscule de Thomas d'Aquin, face à l'opuscule de Dietrich de Freiberg, qui lui s'oppose à Thomas d'Aquin. Et donc ici, dans cette étude, il y a une réflexion intéressante, enfin un apport intéressant sur la façon dont se pose la question du rapport entre l'être et l'essence et les conflits, les discussions qu'il y a eu autour de cette question. Nous y reviendrons. Alors, cette question, donc, posée par Thomas d'Aquin dans son opuscule, le De Inte et Essentia, à vrai dire, c'est non pas l'être et l'essence, mais l'étant et l'essence. Cette question a fait l'objet
de vifs débats dès la fin du XIIIe siècle. Je viens d'y faire allusion en vous parlant de Dietrich de Freiberg. Ils se sont poursuivis au début du XIVe siècle. Ils ont été repris au XVIe siècle pour renaître au XXe siècle. Et vous savez que nous devons à Étienne Gisson cette grande œuvre, n'est-ce pas, sur l'être et l'essence, où il reprend cette question d'une manière très, très riche et très profonde. Donc, est-ce que les termes essai et essentia sont, telle est la question, des réalités distinctes ou des aspects distincts d'une même réalité? S'ils se distinguent-ils conceptuellement ou réellement? Faut-il y voir, à la suite de Guillaume d'Occam, une simple distinction de mots? Voilà toutes les questions qu'il faut se poser. La métaphysique, c'est-à-dire la philosophie première, et, dit Aristote, la science de l'être de ce qui est en tant qu'il est. Précisément de l'étant en tant qu'étant, mais nous traduisons, nous, de ce qui est en tant qu'il est. De quoi la science serait-elle une science dont on ne connaîtrait pas l'objet si cet objet est indéfinissable, c'est-à-dire sans essence? C'est pourquoi aujourd'hui le problème qui se pose est le problème de la philosophie analytique, le problème de la philosophie du langage, à savoir comment donner du sens. Si ce sens n'est pas inhérent à une chose, si ce sens ne trouve pas dans la chose, comme la forme, la morphée se trouve de manière illémorphique dans la chose, qui est composée de matière et de forme. Car cette forme, si elle n'est ni dans la chose, ni dans l'esprit, finalement, il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'intelligibilité possible, tout est absurde, sans essence donc. Et c'est pourquoi il faut créer ce sens. Et qu'est-ce qui va créer ce sens? Eh bien, c'est le langage créateur de sens, et c'est là où le nominalisme de Occam, qui est assez inhérent d'ailleurs à la philosophie, à la philosophie analytique, et aussi en quelque sorte à la phénoménologie, on pourra en parler. Là, il faut produire du sens, car ce sens ne se trouve ni dans l'esprit ni dans la chose, et il se trouve dans la production qui naît, si on peut dire, du frottement des mots entre eux, étant entendu que le langage n'est qu'un système de signes. Vous reconnaissez ici la définition de Ferdinand de Saussure, pour qui le langage n'est qu'un système de signes. Les signes ne renvoient pas aux choses, les signes renvoient aux signes. Il n'y a pas de référent extérieur au signifiant et au signifié. Le signifié, c'est le signifiant c'est le signifié, et donc je crée du sens de telle manière que un langage étant un système de signes, la pensée se réduit à la traduction d'un système de signes par un autre système de signes. Chacun, donc, à chacun sa vérité. Donc chacun peut produire du sens. Vous comprenez? Et donc, ça, les choses vont se compliquer, allant toujours plus loin, comme un Lacan, par exemple, pour qui l'inconscient est structuré comme un langage, c'est-à-dire c'est un langage sans sujet, en plus de ça. Oui, c'est très intéressant tout ça. Enfin bref, là, voyez-vous, on est vraiment dans l'indétermination. Tiens, on est vraiment tout à fait dans l'indétermination, dans l'inconnaissance, dans l'inconscience, on est dans le non-sens. Il faut se débrouiller avec tout cela.
D'autant plus que les choses elles-mêmes, eh bien, justement, nous échappent, quoi. Les choses sont là, justement, non seulement elles nous échappent, mais elles s'échappent à elles-mêmes, si on peut dire, en existant, en sortant hors de soi. Chaque chose, n'est-ce pas, cesse d'être ce qu'elle est. Ouais, Et donc ici, nous avons vraiment un système bien, enfin, c'est pas un système, j'allais dire une cohérence de pensée hein, qui va jusqu'au terme de sa logique, si on peut dire, sans logique. C'est pourquoi d'ailleurs, vous savez bien, et vous le constatez, le langage devient de plus en plus compliqué, incompréhensible, énigmatique, donc ésotérique. Et chacun doit inventer et découvrir un sens. C'est une herméneutique universelle. Ouais, c'est une herméneutique universelle qui fait que il n'y a que conflit d'interprétation. Il y a donc une réduction de tout ce qui est à ce que l'on dit. Ou plus précisément même à un dit, puisqu'il n'y a personne pour le dire. Et donc, vous voyez ici que nous sommes devant un risque, n'est-ce pas, qui est le risque de parler sans rien dire. Voilà, parler sans rien dire, et d'autant plus que justement ce qu'il y a à dire, c'est rien. Comment dire le rien? C'est ça le vrai défi. J'ai dit, l'unité, c'est toujours l'unité de quelque chose. C'est toujours l'unité de l'être, d'une chose, d'un étant même. Ouais. Ouais. Tout est un. En ce sens, chaque chose est une unité, on le verra, ça, on n'anticipons pas. Tout est un au sens où l'être est un. Pour l'acte, j'oppose l'être à l'existence en ce sens. L'être n'existe pas en ce sens. Parce que l'être est un, il ne se divise pas, il ne sort pas de lui-même, il est. Et si au cœur de l'étang est, c'est parce que justement l'être lui confère cette force d'être et d'être unifié tout le temps. Vous voyez, le danger, c'est de se désarticuler, de se désunifier, de se désubstantialiser au fil d'un devenir qui n'est que l'expression d'une force défaisante, et qui fait que j'existe, jeté, arraché à moi-même. Donc c'est ça ce qu'il faut bien comprendre. Mais nous le verrons, n'anticipons pas. L'être de l'étang, c'est ce qui unifie tout ce qu'est l'étang. Et c'est ce qui fait que l'étang, maintenant, sera le même tout à l'heure. Tout ce qu'il lui-même est, quoi, il devient. Bon, n'allons pas plus loin pour le moment. La métaphysique, donc, je disais, aux philosophies premières, c'est-à-dire la science de l'être, de ce qui est en tant qu'il est, c'est ce qui la caractérise. Et donc je disais, mais de quoi la science serait une science dont on ne connaîtrait pas l'objet, si cet objet est indéfinissable, innommable donc, sans essence. Une science sans objet, je dis, n'est pas une science. Or, poser la question, qu'est-ce que l'être? N'est-ce pas aussitôt s'interdire d'y répondre, dès lors que l'être devrait être défini comme une notion et réduit à un concept pour être l'objet d'une science? Il faudrait le définir. Si je définis l'être, ben j'en fais un étant, justement, ce que reproche Heidegger, à juste titre. Penser l'être de ce qui est, ce serait se condamner à ne pas parler de l'être. La pensée qui produit ou saisit des essences, des idées, des concepts, doit se heurter à l'être de ce qui est. Et comme à l'autre de toute essence. L'autre de toute essence. Que dire de l'être de ce qui est en tant qu'il est, au sens d'esse in re, c'est-à-dire d'être dans la chose, et non d'être dans l'intellect, c'est-à-dire d'esse in intellectu. C'est Avicenne qui a opéré cette distinction utile entre l'esse in re, l'être dans la chose, et l'esse in intellectu, dans l'intellect, donc conçu, intelligé. Dans l'Antiquité, donc Platon et Aristote
ne considérer que ce qui est, c'est-à-dire l'étant en tant qu'il est formellement défini, comme eidos, comme idée, comme cet étant-ci pour Aristote, c'est-à-dire comme ousia, comme substance. Au Moyen-Âge, les philosophes juifs, musulmans et chrétiens reprennent la question de l'être, de l'étant, au sens de ce qui est, ens, qua ens, et vont plus loin. Ils s'interrogent sur l'être de ce qui est, c'est-à-dire de l'étant pour eux en tant que créé. Ouais.